Retour sur le plateau de Grand Paris, je reçois donc Grégoire Tonat, auteur d'une petite histoire du ticket de métro parisien, paru aux éditions Télémac. Grégoire Tonat, bonjour. Bonjour. Alors j'ai déjà appris un mot avec vous, alors je vais le lire parce que je ne l'ai pas retenu. Hésitériophile. Voilà, vous êtes hésitériophile, et donc ça veut dire que vous collectionnez les tickets de transport. Des titres de transport. Les titres de transport. Enfin, hésitériophile, c'est un terme générique parce qu'il n'y a pas de terme pour définir les collectionneurs de tickets de métro comme je le suis. D'accord. Alors, donc depuis votre plus jeune âge, si j'ai bien compris. Oui, j'ai vécu à Paris enfant et j'étais passionné par les trains et habitant Paris par le métro et voilà. Bon, et par ailleurs, vous êtes conseiller en communication. Alors, cette histoire, Grégoire Tonat, que vous avez faite, donc cette petite histoire du ticket de métro parisien, elle rejoint à la fois la petite histoire et la grande histoire. Absolument. Ça démarre en 1900. Ça démarre le 19 juillet 1900 à 13h par l'inauguration de la première ligne de métro qui reliait à l'époque la Porte Maillot à la Porte de Vincennes. Voilà, et à l'époque, il y avait 3 tarifs. Première, seconde et aller-retour. Ah, extraordinaire. Alors donc, vous accompagnez tout le siècle avec cette histoire. Le ticket de métro a 111 ans aujourd'hui, cette année. Et effectivement, ce que vous disiez, c'est que le ticket dans son évolution, sa forme, sa tarification est le reflet, enfin un des reflets de l'évolution des modes de vie des Parisiens. Alors on en voit un, peut-être vous allez nous commenter tout de suite. Ah oui, ça c'est un ticket très récent, c'est un ticket qui date de 2003. On va remonter dans le temps, j'imagine. Le temps où le ticket... Alors ça, c'est le ticket qui est très connu, qui a été récupéré par la publicité en 80 avec la fameuse campagne Ticket Choc qui a duré de 78 à 92, ce format-là. Ouais. Alors, il y a le ticket aussi à l'époque où il était poinçonné, voilà. Alors voilà, le ticket qu'on présente là, en fait, c'est un des premiers tickets de carnet qui date vraiment du début du siècle, et pour être précis, il doit dater de 1903, celui-là. C'est un ticket de première classe, donc, puisqu'il faut le rappeler, tout le monde ne s'en souvient pas, c'est un problème de génération. Jusqu'en 1991, il y avait des premières classes dans le métro. On va voir... Voilà. Alors, deuxième classe. Ça permet peut-être de dire autre chose là-dessus, c'est que donc il y a une lettre que vous voyez qui correspond à ce qu'on a appelé un principe d'alphabet tarifaire. C'est-à-dire que entre 1900 et 1919, le prix du billet est resté stable. Il n'a pas évolué. Et c'est en 1919 qu'il y a eu une grève des ouvriers, des employés du métro, militant pour obtenir la journée de 8 heures, qu'ils ont obtenu. Et donc, on était obligé, ça a augmenté le coût de la masse salariale. Oui. Et donc, le ticket, dans ces années-là, et puis c'est l'après-guerre, donc l'inflation, le ticket a augmenté assez régulièrement. Et on a créé, pour des raisons pratiques, un principe d'alphabet tarifaire. À chaque lettre correspondait un tarif ou un système tarifaire. Voilà. Alors, vous êtes en train de nous dire que pendant 19 ans, les ouvriers de la RATP, enfin, ce qui n'était pas encore la RATP, n'ont pas été augmentés, c'est ça? Alors non, ça je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les usagers de l'époque ont eu un prix fixe, tarif bloqué. Stable, pendant 19 ans. Ça, c'est à retenir. Inconcevable aujourd'hui. C'est tout à fait à retenir. Alors, je disais la petite histoire et la grande histoire. On voit que pendant la guerre, eh bien, le métro, lui aussi, applique les lois juives. Alors oui, le métro, alors effectivement, vous parlez d'un document qui est qui est original, que j'ai publié dans ce livre, c'est que j'ai retrouvé On voit la documentation à l'antenne. Alors on voit pas grand chose là, mais en fait c'est une circulaire interne signée de l'équivalent entre guillemets du chef du personnel, expliquant à l'ensemble des employés du métro que lorsque vous étiez porteur de l'étoile jaune, en vertu de l'application du statut des Juifs promulgué par le régime de Vichy, vous ne pouviez plus acheter de billets de première classe, et vous étiez obligé de monter dans le wagon de queue. Voilà. Et ça, peu de gens s'en souviennent, évidemment, puisque c'était il y a 70 ans. Voilà. Vous dites qu'on appelait ce wagon le wagon synagogue. Alors, en fait, c'est un surnom péjoratif que les Parisiens donnaient au wagon de queue et qui est resté longtemps après la guerre. Donc, histoire noire aussi, dans votre histoire. La période noire du métro. Mais le métro, alors il a eu un rôle, on peut peut-être parler de ça, il a eu un rôle très important pour les Parisiens. Oui, alors là, c'est l'outil de travail du poinçonneur qu'on voit à l'écran. Le métro, il a eu un rôle très important pendant l'occupation, puisque comme il n'y avait plus d'essence, pas de pneus, donc il n'y avait plus de voitures, très peu de bus. Donc les Parisiens, pour aller travailler, puisque la grande majorité des Parisiens travaillaient comme tout le monde, il n'y avait que le métro pour se déplacer, ou les vélos, quand ils avaient la chance d'avoir un vélo. Donc en 1941, le métro connaît un pic de fréquentation, et il transporte en une année 1 milliard de personnes. C'est énorme. Et ce pic n'a cessé de croître jusqu'en 1946 pour atteindre 1,5 milliard de voyageurs transportés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par an,
bien sûr. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, 65 ans après, le métro ne transporte pas autant de monde. C'est parce qu'il y a aussi d'autres moyens de transport, y compris publics. Il y a moyens de transport et puis la fréquentation, effectivement, est descendue dans les années 80. Alors, mai 68, c'est la... Mais peut-être pas mai, mais en tout cas 68, c'est la fin du poinçonneur des Lilas. Alors, non, mai 68, en fait, c'est les premiers tests de bande magnétique, en fait, appliqués au ticket. La généralisation de la bande magnétique date de 1973. Et donc, la disparition du poinçonneur du Lilas, c'est fin 73, ça a duré un an et demi. Ça a été l'objet d'une bataille importante, je dirais, un conflit social, où c'est passé comme une lettre à la poste, la modernisation étant à l'époque au contraire acceptée? Très honnêtement, je ne sais pas, et je ne me suis pas penché sur la question. Ça n'apparaît pas dans le ticket, en tout cas. Ça n'apparaît pas dans le ticket. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grande... Bon, évidemment, il y a l'extension du réseau. Vous avez décrit une ligne, donc très rapidement... Alors, il faut savoir pendant 40 ans, il y a eu, pareil, il y a eu des travaux dans tous les sens, et qu'on peut dire en 1939, il y avait quasiment 160 km de lignes. Donc, l'essentiel du réseau existait en 1939. D'accord. Aujourd'hui, on en a combien? On est, je crois, à 210 km de lignes, il y a 14 lignes, et on transporte, je crois, aujourd'hui, environ 1,4 milliard de passagers. Alors, le ticket de métro, donc on a cette période où il n'y a plus de poinçonneurs. Donc voilà, on a des moyens automatiques. Ensuite, il évolue beaucoup. J'étais très étonnée, de voir que, par exemple, il est support de publicité très tôt. Dès le début. Dès le début, dès les premiers tickets, et pendant plus de 50 ans, il a servi de support publicitaire. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, parce que la bande magnétique, alors voilà, ça date des années 20, 25. Drôle, ça, quand même. Et puis pour des marques qui existent toujours, comme quoi la publicité. Sans complexe, en tout cas, et sans que ça fasse débat, alors qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a des anti-pubs partout. Oui, absolument. Frère Jacques. Ça, c'est une pochette de disque, en fait. C'est la fameuse chanson du Poinçonneur des Lilas de Gainsbourg, qui a été repris par beaucoup de chanteurs français. Alors, on va peut-être voir encore d'autres... Zazie dans le métro. La couverture du roman de Queneau, absolument. Voilà. Alors, en fait, on voit à travers, encore une fois, cette histoire que finalement le métro est dans l'imaginaire artistique pendant très longtemps. Cinéma, chansons... Le ticket de métro, il a plusieurs rôles. D'abord, c'est un titre de transport, évidemment. Donc, c'est un justificatif. Il a servi dans le passé, très rapidement, à plein de choses. On s'en sert comme marque-page, on note un numéro de téléphone, ses courses, le numéro d'une fille qu'on rencontre dans le métro, et voilà. Et puis, effectivement, il a inspiré les créateurs, les artistes, peintres, les écrivains, les cinéastes. Et il est devenu... Parce qu'il est devenu une véritable icône, une des icônes de Paris, il a inspiré tous ces gens-là. Donc vous le retrouvez dans le cinéma, vous avez énormément de films, on parle du ticket de métro, vous avez une scène culte d'un film culte qui s'appelle Le Salaire de la peur avec Yves Montand et Charles Vanel, au moment où ils partent faire leur mission avec leur chargement de nitroglycérine. Très symboliquement, Yves Montand, qui était déjà vedette puisque le film date de 53, donne un ticket du métro Pigalle à Charles Vanel, et ce ticket de métro, c'est son ticket de porte-bonheur. Donc il y a toute une symbolique très forte derrière celle-là. C'est formidable. Voilà. On va voir les quais de la gare qui eux aussi ont beaucoup évolué. Oui, alors ça c'est le guichet. Ça, c'est un guichet des années 10, en fait. Alors là, ça n'aura... Oui, c'est pas tout à fait l'image qu'on a là. Alors, vous êtes sûrement très triste aujourd'hui parce qu'il y a pratiquement plus de tickets. Le pass Navigo a tout emporté avec lui. Oui, la dématérialisation du ticket, elle a commencé il y a presque 10 ans, avec l'arrivée du pass Navigo. Non, je suis pas triste parce qu'il faut avancer avec son temps. Et évidemment... Vous avez moins de choses à collectionner, quand même. Oui, enfin je passe pas ma vie à faire ça, merci. Mais non, c'est l'évolution, c'est intéressant. Je parle de l'avenir du ticket parce que et c'est pas des essais, ça fonctionne. En France, vous avez une ville qui est Nice où vous avez une application smartphone et vous achetez, vous validez votre ticket, vous avez les horaires du prochain bus, du prochain tramway. Dans les pays d'Asie, c'est le cas aussi, en Corée, au Japon, et voilà. Donc entre 5 et 10 ans, on peut dire, mais je pense plutôt 10 ans, que le ticket aura disparu, ou le ticket support papier sera à la marge, en fait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Grégoire Thomas. On va revoir la couverture de votre livre. Donc cette petite histoire du ticket de métro parisien aux éditions Télémac que vous avez retracé sur plus d'un siècle, dans un petit livre très intéressant et très passionnant. Nous nous retrouvons demain à la même heure.